Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de 13h sur l'ORTM. Hier s'est tenue la 10e édition de la journée du paysan couplée à la campagne agricole 2012-2013. C'était à Katibougou, présidé par le Premier ministre, le docteur Cheikh Modibo Diarra. Cette 10e journée portait sur l'accroissement de la productivité agricole et c'était en présence de tous les délégués du monde rural des 8 régions et du district de Bamako. Le compte rendu de notre envoyé spécial, Mahamadou Doumbia. Cette 10e édition de la journée du paysan qui marque le lancement de la campagne agricole 2012-2013 a été placée sous le signe de l'accroissement de la productivité agricole, un thème qui permet de booster la production et de mettre fin au récent déficit céréalier causé par la mauvaise pluviométrie qu'a connu cette année notre pays, aggravé par la crise au nord du Mali. Face à cette situation qui constitue un réel motif d'inquiétude pour tous les acteurs du développement rural quant à la mise en œuvre sereine et à l'exécution correcte du plan de la campagne agricole 2012-2013, je voudrais donner l'assurance que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour accompagner les producteurs dans la conduite de leur activité agricole. En prélude à cette journée du paysan, tous les délégués de toutes les régions, y compris celles du Nord, ont auparavant fait des recommandations. Tous les défis et contraintes y ont été évoqués. Du coût élevé des intrants, des équipements, au retard des redevances, à l'insécurité foncière. Et des propositions de solutions ont été faites au Premier ministre Cheikh Modibo Diarra. Les solutions sont mise en place d'un dispositif d'approvisionnement correct en semences, facilitation de l'accès des paysans aux titres fonciers, mise en place de sources permanentes d'eau, clôture des parcelles, formation des producteurs, accès facile au matériel de production, publicité et sensibilisation des populations, application correcte des textes, information et sensibilisation, brigade de surveillance. Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture a en plus demandé au Premier ministre le soutien constant du gouvernement et au monde paysan de compter sur soi-même. Je voudrais également saisir cette opportunité pour confirmer les mesures volontaristes qui concernent, entre autres, l'apurement des arriérés de paiement des subventions dues au titre des campagnes 2010-2011 et 2011-2012. Deuxièmement, le maintien de la subvention sur les intrants agricoles, c'est-à-dire les semences et les engrais, pour la campagne 2012-2013. 3. La distribution gratuite d'aliments bétail et d'alevins en faveur des éleveurs et des pêcheurs déplacés du fait de récents événements du nord du Mali. Le maintien du prix du coton graine à 255 francs CFA le kilo, en plus du relèvement de la ristourne aux producteurs de 15 à 20 francs CFA le kilo. Et le maintien finalement de l'opération des pluies provoquées. Selon le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra, le choix de l'Institut Polytechnique Rural de Katibougou pour abriter cette édition 2012-2013 se veut une reconnaissance aux efforts déployés par l'IPR en faveur du développement rural. La preuve en a été donnée avec l'exposition des différentes variétés de céréales vues et appréciées par le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra et plusieurs membres du gouvernement. Situation au nord du Mali, notre rédaction a joint hier par téléphone un agent de développement à Ansongo qui réside depuis plus de 20 ans. Il a refusé de quitter son lieu de travail malgré l'insécurité. Les populations d'Ansongo ont de l'eau potable et de l'électricité, mais ils doivent se rendre à Gao pour pouvoir téléphoner. Par ailleurs, les prix des denrées de première nécessité ont fortement augmenté. Écoutons cet habitant d'Ansongo sous anonymat, joint depuis Gao où il s'était rendu pour des courses. J'ai vu à Ansongo depuis dans les années 90 où j'ai créé avec des amis l'ONG FABA et depuis nous sommes là-bas, nous intervenons pour soulager un tant soit peu la souffrance humaine au niveau des populations rurales. Depuis quelques mois déjà, Ansongo est occupé par des forces. Et alors quelle est la situation actuellement à Ansongo? On a une situation de zone occupée effectivement à plein temps. Et cette occupation se manifeste par des balades de gens en armes et en tenue, des gens souvent très jeunes. C'est vrai que ça crée des problèmes parce que les gens ils n'étant pas habitués à ça. Parce que
que les vols continuent, il y a des animaux qui se font enlever partout, il y a des gens qui continuent encore à se faire enlever leur moto. En Songo, c'est le MNLA qui est là-bas, en Sardine n'est pas encore là-bas. À Gao, les jeunes se sont révoltés, c'est plutôt contre les occupants. Est-ce que de pareilles choses se sont passées à Ansongo aussi? En Songo, il y a eu des mouvements d'humeur pareils, parce qu'ils auraient enlevé le drapeau MNLA au cercle et au conseil de cercle, qu'ils auraient même brûlé. Ils auraient voulu installer le drapeau du Mali, mais là, je crois que les sages du village, de la ville, ont dit non, c'est pas la peine. Mais vraiment, il y a un potentiel d'organisation. Bon, mais on attend l'État, parce qu'on estime que la défense de la ville n'est pas de notre ressort, n'est pas de ressort des communautés. L'organisation que nous avons connue, dans laquelle nous sommes nés, dans laquelle nous avons grandi, c'est que c'est l'État qui est responsable de la sécurité des zones. Autrement dit, ces gens ne sont pas les bienvenus. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce qu'on a même le sentiment que c'est une histoire de couleur, en fait. Mais quelle est la situation de l'eau potable, l'électricité à Ansongo et surtout la santé? Là, je crois que s'il y a quelque chose dont on doit être fier et heureux aujourd'hui, c'est vraiment le comportement de l'opérateur qui s'occupe de l'eau et du courant. Tout ce plan-là, on est mieux gâté que Gao. Et l'eau, ça vaut en termes de qualité, mais on l'a quand même. On a le courant de midi à 15h et de 19h à 0h. Et la santé? Le centre de santé fonctionne. Il y a 2 jeunes médecins originaires d'Ansongo. Les 2 médecins sont restés à Ansongo et avec l'appui de leur partenaire stratégique et APF, ils continuent à animer le centre de santé. Ils font des césariennes. Sur ce plan-là aussi, je crois qu'on est bien. C'est vrai que le plateau technique gagnerait à être amélioré en termes d'apport de nouveaux médecins, de spécialistes, et de mise en œuvre de la radio. C'est vrai que c'est les gens même qui rebutent souvent à venir au centre de santé parce qu'il y a souvent des coups de feu dans la ville. Voilà, à l'instant, un habitant d'Ansongo, joint par téléphone par notre rédaction. Rappelons que les populations d'Ansongo ont de l'eau potable et de l'électricité, mais elles doivent se rendre à Gao pour pouvoir téléphoner et pour pouvoir faire leurs courses. Tenue d'un atelier de formation à l'endroit des journalistes et initié par Amnesty International Mali. Cette formation portait sur le lobbying et le désarmement. Le compte-rendu de Mamourou Sidibé. Prélude aux négociations finales concernant les traités sur le commerce des armes en juillet prochain aux États-Unis d'Amérique, Amnesty International Mali a initié une formation à l'endroit des journalistes. Cette formation a permis aux journalistes de mesurer la problématique des armes légères de petit calibre, de comprendre les textes relatifs aux traités sur le commerce des armes, d'apprendre les notions élémentaires du lobbying, des négociations et du désarmement. Aujourd'hui, on estime à 700 millions le nombre d'armes légères en circulation à travers le monde. Et il y a 14 milliards de balles à travers le monde, soit 2 balles pour chaque individu. C'est énorme. Nous pensons qu'au regard de cela, nous devons sensibiliser et informer les populations pour qu'elles prennent des dispositions. Parce que ces armes sont détenues à 60% par les populations civiles et non par les militaires ou bien la police, comme les gens peuvent le penser. Ces armes sont détenues à 60% par les populations civiles. Et il y a des dégâts partout à travers le monde par la prolifération des armes légères. C'est pourquoi Amnesty International Mali juge opportun de donner d'abord l'information aux journalistes sur les pays qui vendent des armes et ce qu'il faut pour l'adoption du traité. Cette démarche de Amnesty International Mali a pour objectif d'amener les États à un traité efficace dans l'intérêt supérieur de tous. Direction CAI, où la cellule de scolarisation des filles de l'Académie d'enseignement de CAI a organisé un concours de dictée entre les élèves filles des 6e et 9e années des écoles de la commune urbaine de CAI. Les lauréates ont reçu des prix composés de kits scolaires et de pagnes. Ce concours devra aider à réduire l'écart entre les filles et les garçons en ce qui concerne le maintien à l'école et l'achèvement des études. Depuis CAI, la correspondance de Jafar Haïdara. Nous sommes ici à l'école de l'Égal Ségoupé, un établissement bien entretenu qui a servi de cadre pour le concours de dictée organisé par la cellule de scolarisation des filles de l'Académie d'enseignement de CAI. Ce concours concerne uniquement les filles des 6e et 9e années de la commune urbaine de CAI. Il contribue à l'amélioration de la qualité des apprentissages au niveau de l'enseignement fondamental et s'inscrit aussi en droite ligne de la politique nationale de scolarisation des filles, l'objectif étant de réduire considérablement l'écart entre les filles et les garçons en termes d'accès, de maintien et d'achèvement des études.
je voudrais profiter de cette occasion pour vous inviter tous les acteurs et partenaires de l'école, et surtout la société civile, à se mobiliser pour qu'ensemble nous puissions relever le défi de la scolarisation universelle à l'horizon 2015. Au niveau du premier cycle, Aminata Koulibaly de l'AFIA 3 a enlevé le premier prix composé d'un kit scolaire et des pagnes pour le second cycle. Le premier prix revient à Safoura Khan Diallo de l'AFIA 1 qui, en plus du kit scolaire et des pagnes, a reçu un téléphone. Nous voulons réduire considérablement cet écart pour vraiment être au rendez-vous de l'EPT d'ici 2015. Je profite de votre micro pour vraiment lancer un appel à tous les partenaires de l'école, à toutes les ONG qui opèrent dans le cadre de l'école et aux personnes de bonne volonté de nous appuyer pour qu'on puisse vraiment chaque année, sinon chaque trimestre, faire ce travail. Ça permet également de renforcer les capacités. Ce concours, qui est à sa première édition, a été financé par la mairie de Caille, le conseil de cercle et la fondation Orange Mali. Voilà nos excuses pour la mauvaise qualité sonore de ce reportage. Restons dans le monde scolaire, la contribution de l'éducation non formelle à l'éducation préscolaire et à l'encadrement de la petite enfance maintenant. C'est le thème de la conférence débat organisée à Koulikoro par le réseau Yelemblon avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. La conférence s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale de l'alphabétisation. Au RTM Koulikoro, le reportage de Koumba Sissi. À l'instar de l'éducation non formelle, le développement de la petite enfance est confronté à une insuffisance de financement, moins de 3% du budget global accordé au secteur de l'éducation pour chacun. Toute chose qui justifie à suffisance la très faible évolution du taux de préscolarisation de 2,1% en 2005 à 4,2% en 2008, nettement en dessous de la prévision de 10%. Face à ce constat, le réseau Yelemblo veut, au-delà d'une simple interpellation, engager les acteurs éducatifs maliens à une réflexion profonde sur la problématique de la petite enfance en vue d'inverser la tendance actuelle d'ici 2015 avec l'apport de l'éducation non formelle. L'éducation non formelle a pour but de mettre en œuvre toute forme appropriée de l'éducation des jeunes non scolarisés ou déscolarisés en vue d'assurer la promotion sociale, culturelle et économique. Devant ce constat de la faiblesse du pourcentage des ressources, le réseau Yelemblo est en train de mener un plaidoyer auprès des autorités, des partenaires techniques financiers et autres acteurs pour la mise en place d'un fonds national pour le financement des actions d'alphabétisation et d'éducation des jeunes et adultes. La mise en place de ce fonds permettra d'encourager l'État malien et ses partenaires de renforcer leur contribution financière en faveur de l'éducation non formelle, d'élargir les sources de financement de l'éducation non formelle, de renforcer les capacités d'intervention dans le domaine de l'éducation non formelle, d'adopter de nouvelles formes de financement de l'éducation non formelle, d'impliquer davantage les acteurs de la société civile dans l'alimentation et la gestion du fonds. Par cette conférence débat, le réseau Yelemblo apporte ainsi sa modeste contribution à la célébration de la Semaine de l'éducation pour tous 2012 au Mali. Voilà, les tout petits. En 5e région, l'ANPE, à travers sa direction régionale de Mopti, vient d'apporter son soutien à un promoteur d'ateliers de menuiserie et de la ville donc de Djenné. Un appui financier de 700 000 francs CFA remboursable sur une période de 25 mois. Moustapha Doumbia nous en dit plus sur ce partenariat. Cet appui financier d'un montant de 700 000 francs CFA s'inscrit dans le cadre du programme d'installation des promoteurs de projets dans le secteur de l'artisanat dans les localités de Mopti, Bandiagara et Djenné. Le geste est de l'Agence nationale pour l'emploi à travers sa direction régionale au profit d'un promoteur d'ateliers de menuiserie de la ville de Djenné. Ça s'inscrit dans le cadre des programmes classiques de l'ANPE et c'est là pour la création ou la consolidation de l'emploi existant. Et le choix de Djenné, il y a d'abord, aujourd'hui vous savez que le secteur du tourisme est suffisamment malmené, et le secteur du tourisme et le secteur de l'artisanat étant intimement liés, nous avons estimé qu'il était bon de venir au secours de ce secteur-là qui souffre aujourd'hui pour permettre aux promoteurs une plus grande diversification des produits de l'artisanat.
L'atelier bénéficiaire de l'appui exerce dans les domaines de la menuiserie métallique et de la menuiserie bois. L'entreprise compte 8 ouvriers qualifiés et une dizaine d'ouvriers non qualifiés. C'est pour la première fois que nous bénéficions d'un appui. La présente somme sera utilisée pour augmenter davantage nos moyens de travail. Nous nous engageons à rembourser correctement ce fonds pour qu'il puisse profiter à d'autres artisans. Djenné est une ville culturelle, religieuse, touristique et artistique. Les événements du Nord greffés aux précédents ont fait que l'économie de Djenné a sombré dans une situation difficile. Et si aujourd'hui l'ANPE a compris le message pour voler au secours du secteur privé de Djenné, cela va tout droit au cœur de l'ensemble des autorités politiques et administratives de Djenné. L'appui financier remboursable sur une période de 25 mois devrait permettre à l'atelier d'acquérir des équipements et des matières d'œuvre. Notre dossier du jour est consacré au processus de fabrication des tampons et leur usage au sein des administrations publiques et privées. Dans les deux cas, les seaux, les cachets ou les tampons sont utilisés pour authentifier des documents. Ils sont souvent retranchés dans les tiroirs, dans les sacs ou même abandonnés à la portée des usagers. Le dossier d'enquête signé Garibou Pérou nous donne l'occasion de mieux comprendre l'utilisation de ces outils. Sceaux, cachets ou tampons sont des formes d'identification graphique utilisées à l'origine pour signer les actes officiels des empereurs. Aujourd'hui, ils sont utilisés dans les administrations et dans les secteurs privés. On voit beaucoup de gens se spécialiser dans la confection informelle des cachets. Nous confectionnons les cachets selon l'adresse de ceux qui viennent chercher ce cachet-là. Et il y a certains cachets que nous ne faisons pas sans des bons de commande. Donc là, on les amène au labo. Les cachets signifient-ils grand-chose à tous les citoyens? Pourtant, les ateliers de confection ne cessent de se multiplier partout à travers la ville. J'ignore vraiment le cachet et son utilité m'échappe, malgré que je le vois. Si les sceaux ne sont pas parfaitement connus ailleurs, ici ils témoignent un parfait engagement de l'homme. C'est bien cet engagement qui leur offre une valeur juridique. Le cachet a une valeur juridique parce qu'on ne peut pas montrer un papier comme ça à une grande autorité sans les cachets. Sans les cachets, on ne peut pas te croire. Mais si tu as les cachets sur les papiers, on sait que vraiment c'est cette structure qui a envoyé ces papiers pour qu'on puisse l'aider dans ses actions. Beaucoup de cachets sont importés de la Chine ou de la France. Leurs formes sont très diverses. C'est pourquoi la confection demande un long processus et exige l'usage des outils logistiques. Pour la fabrique du cachet, d'abord on commence par la saisie avec un logiciel qui s'appelle Corel. Maintenant, après la saisie, on l'imprime sur une calque dont on appelle film. Maintenant, après cette partie, on l'amène à la four. On a une matière visqueuse dont on appelle les résines. C'est à partir de cette matière qui est même à la base même du cachet, qui donne une forme qui peut se mettre sur les papiers. Dans l'espace administratif de notre pays, il y a 3 genres de sceaux et chacun a ses caractéristiques. Il y a le sceau de l'État, les sceaux officiels et les sceaux privés. Le sceau de l'État est le sceau utilisé par le chef de l'État pour revêtir de ce caractère d'authenticité les actes de souveraineté qu'il établit lui-même. Alors les sceaux officiels, comme les timbres secs, sous forme de presse et cachets, des institutions de la République, des cours et tribunaux,
des greffiers notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des administrations et des autorités publiques portent les mêmes caractéristiques que les sceaux de l'État. Mais les sceaux privés dépendent du goût et de ce que veulent les autorisateurs privés. Seuls les sceaux de l'État et les sceaux officiels sont protégés par le code pénal. À ce titre, le ministre de la Justice et garde des Sceaux est habilité à certifier les sceaux de l'État ou les sceaux officiels. C'est le ministre de la Justice qui est le gardien exclusif des sceaux de l'État. Dans certains pays d'ailleurs, avant d'être ministre de la Justice, vous êtes garde des Sceaux. Je vois la France, je vois le Gabon. On dit d'abord le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il en est le gardien exclusif. Et celui qui veut en faire la demande, qui va obtenir un sceau, même les administrations publiques, même les départements ministériels, font la demande au garde des Sceaux, qui l'autorise à les confectionner. Pour le code pénal, l'usage faux des sceaux protégés est un acte grave. Par conséquent, les mesures de répression sont présentes contre l'auteur. Cet acte qui émane d'une autorité habilitée. L'article 98 du code pénal punit tout ce qui en font usage ou qui essaie même de limiter. Et la peine est grave, la peine est criminelle. C'est de 5 à 20 ans de réclusion. 5 à 20 ans. Les sceaux ne sont donc pas un privilège administratif. Ils tombent dans le monde commun, bien que non protégés ici par le code pénal. Cependant, chaque citoyen doit imprimer le respect des sceaux dans le seul but de ne pas subir de gré ou de force les mesures de répression prises par le code pénal. Voilà, vous savez tout sur l'historique et les caractéristiques du cachet, encore appelé tampon ou sceau. Parlons sport football, la 20e journée du championnat Ligue 1 a pris fin ce lundi au stade Modibo Keïta avec l'opposition CSK 11 créateurs. Les deux équipes en difficulté se sont neutralisées un but partout. Le résumé de la rencontre avec Diarra Konaté. Centristes et créateurs ne sont pas à l'abri d'éventuelles relégations. Conscients de ces faits, les 11 créateurs imposent un style direct et physique au centre Salif Keïta. Tactiquement dominés, les centristes perdent le collectif. Les jeunes de Nyarela ouvrent le score suite à un centre bien travaillé de Lassana Yiriba Sinaké. Amirou Sinayogo ne laisse aucune chance au portier centriste. 1-0 à la 8e minute. Les jeunes du centre Salif Keïta établissent la parité à la 22e minute. But inscrit sur coup franc par Ishaka Samaki. Le manque de réalisme domine durant la seconde période avec un gâchis énorme des 11 créateurs. Nous faisons partie des équipes qui sont en difficulté. On avait en face une équipe qu'il fallait respecter. Mais au-delà de ça, je pense que quelque part, nous avons péché par rapport à la finition. Nous avons eu des occasions qu'on n'a pas pu mettre au fond. Et je pense que c'est ça qui a été un peu le problème de ce match-là. Ça a été un match au-dessus de la moyenne. Mais physiquement, ça a été très éprouvant pour les deux équipes. On a vu une fin de match timide. Alors, les joueurs n'ont pas pu assurer. Ils ont pratiquement fini le match sur la pointe des pieds. Je pense que le CSK peut se maintenir, mais il est urgent alors de quitter cette zone-là déjà, parce que plus nous allons nous approcher de la fin du championnat, plus ça va être très très difficile, parce qu'on a vu un bas de tableau qui se resserre déjà. En perspective, la suite du championnat reste ouverte et promet de belles surprises. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ce soir à 20h, Nyanya Aliou Traoré. Je vous retrouve demain à 13h. Merci de votre fidélité et soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Nous ne vous oublions pas. Merci.